Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Souveraineté médicale, un pas vers l'autonomie sous la vision du président de la République. Et à Gaza, un accord de cessez-le-feu a été conclu. La République de Djibouti a écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Le Haïla Hotel a servi d'auditorium pour une cérémonie solennelle historique, la graduation de 250 médecins tout juste diplômés de la faculté de médecine de l'Université de Djibouti. Sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, cet événement a vu la convergence des plus hautes autorités du pays. L'arrivée du président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été marquée par les honneurs rendus par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed. L'accueil qui leur a été réservé était à la hauteur de l'occasion. L'atmosphère était électrisante, chargée d'une émotion palpable. Les applaudissements, les sourires et les regards remplis d'espoir ont immédiatement donné le temps à l'entrée du président de la République dans la salle a déclenché un standing ovation, un moment fort où le respect pour le chef de l'État se mêlait à la reconnaissance de son rôle visionnaire dans la création de cette faculté. Ces 250 médecins sont bien plus que des diplômés, ils sont les symboles d'une nation qui se prend en main, qui investit dans son avenir. Leur formation n'a pas seulement été la promesse d'une meilleure santé pour les Djiboutiens, mais aussi la preuve que Djibouti peut aussi s'appuyer sur ses propres ressources pour forger un destin plus autonome et prospère. maantana jaamacadda qaranku mudane madaxweyne saaka waxay kugu soo macsuuntay munaasibad qiimo weyn ka mida midhihii aad beertay marayntii caafimaadka mudnaanta sidaad u siisay maal iyo murug iyo aqoonba dadaal micno iyo mugweyn leh miisaanka sidaad u saartay waa kaa u manaafacaaday marayntii caafimaadka mudnaanta sidaad u siisay maal iyo murug iyo aqoonba dadaal micno iyo mugweyn leh miisaanka sidaad u saartay waa kaa u manaafacaaday. Cette cérémonie solennelle sous le haut patronage du numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a débuté de manière spectaculaire avec une série de performances artistiques captivant l'audience, composées principalement de jeunes étudiants, de diplômés et de dignitaires présents. Ces prestations ont véhiculé des messages inspirants qui ont renforcé le sentiment de fierté collective et célébré le travail acharné et la réussite académique des jeunes diplômés. والعيش والانتماء موطن عزي وحب النقي وطننا قائد ملهما رئيس عظيما رشيدا تقي وأسس مجدا لهذا البلد ورسخ بنيانها سامقي nimcada rabbi kugu manaysto eebbaa lagu mahadiyaaye allah mahadiyo amaanle nimcada rabbi kugu manaysto eebbaa lagu mahadiyaaye allah
mahadiyo amaale dadkana ruuxii mudaysta inaad mahadsani tidhaahdo anshaxa muslimiinta weeye micnaha ilbaxnimada weeye mirgaha iyo sharafta weeye dadkana ruuxii mudaysta inaad mahadsani tidhaahdo anshaxa muslimiinta weeye micnaha ilbaxnimada weeye mirgaha iyo sharafta weeye maantana jaamacadda qaranku mudane madaxweyne saaka waxay kugu soo macsuuntay munaasibad qiimo weyn ka mida midhihii aad beertay inkiinaba barito buraa Agatinkii ella hiddota وقبوتي جامعتها rasukintii xundubabte inkiinaba barito buraa agatinkii ella hiddota وقبوتي جامعتها rasukintii xundubabte بارو أباو تايسي مبتي tayse mabte 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 waxaan ka tirsanahay Et la cérémonie a été marquée avec donc par la projection d'une vidéo captivante mettant en lumière le parcours exemplaire de plusieurs médecins spécialistes diplômés de la faculté de médecine de Djibouti. Ces médecins désormais en activité dans des établissements clés du pays tels que l'hôpital militaire, l'hôpital de la police, la CNSS et l'hôpital d'Ali Sabié du ministère de la Santé ont relayé à tour de rôle leur expérience. Les médecins spécialistes ont relaté leur expérience dans divers domaines et ont souligné l'importance de la formation reçue à Djibouti avant de se spécialiser à l'étranger. Grâce à cette opportunité, ces diplômés ont enrichi leurs pratiques et sont revenus au pays pour contribuer au renforcement du système de santé djiboutien. Les médecins ont partagé leur parcours universitaire depuis leur soutenance à Djibouti jusqu'aux opportunités qui leur ont permis de poursuivre leur spécialisation à l'étranger après avoir obtenu leur diplôme. Écoutons l'intervention de deux étudiants de la faculté de médecine de Djibouti. Je suis né à Ali Sebié, une ville pleine de vie et de chaleur humaine, qui m'a insufflé les premières valeurs de la persévérance et du travail acharné. Mes études primaires et secondaires à Ali Sebié ont posé les bases de mon amour pour les sciences et mon ambition de contribuer au bien-être de ma communauté. Après la fin de ma classe de seconde, j'ai quitté ma ville natale d'Ali Sebié pour rejoindre le lycée de Belbela en 2005. Et j'y ai poursuivi la série scientifique. M'adapter à la vie à Djibouti n'a pas toujours été facile. Mais cela a été une étape enrichissante. La diversité culturelle et l'énergie de la capitale m'ont permis de développer une grande ouverture d'esprit et de renforcer ma résilience face aux nouveaux défis. En 2007, j'obtiens mon baccalauréat scientifique avec mention. Une étape marquante qui allait ouvrir la voie à une aventure exceptionnelle. C'est grâce à la politique éclairée du président de la République et sa vision pour un Djibouti meilleur que j'ai eu l'immense privilège de faire partie de la toute première promotion d'étudiants sélectionnés pour intégrer ce qui a été l'école de médecine de Djibouti, qui ouvrait ses portes pour la première fois le 4 novembre 2007. Grâce à vous, Monsieur le Président, j'ai eu cette opportunité unique qui m'a permis de réaliser mon rêve sans quitter mon pays. Nous sommes arrivés ici, dans ce pays, ignorant ce qui nous attendait.
Mais aujourd'hui, je peux dire, au nom de tous, que ça a été la meilleure des décisions que nous avons prises, car nous avons été accueillis avec une bienveillance et une hospitalité sans limite. Nous nous sommes insérés dans une société riche en bienveillance, en culture, en sagesse et en religiosité. Les conditions de vie, de traitement ont largement dépassé nos attentes et nous profitons de cette occasion pour vous exprimer notre reconnaissance à vous, Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir donné cette occasion, cette opportunité et de nous avoir accueillis dans votre pays, dans votre société et dans votre milieu éducatif. Nos familles sont rassurées car nous leur parlons de vous comme une deuxième figure parentale. Écoutons à présent successivement les interventions du doyen de la faculté de médecine, suivies de celles du président de l'université de Djibouti. Cette journée de célébration des 250 premiers diplômés de la faculté de médecine est un grand jour pour notre pays, pour l'université de Djibouti et pour tous ceux qui se souviennent de l'école de médecine et de 36 premiers élèves il y a 18 ans. Les difficultés de parcours et les doutes n'ont pas manqué durant ces 17 années et nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre appui qui nous a permis d'atteindre ce moment et les résultats d'aujourd'hui. Depuis le début, plus de 550 bacheliers ont été inscrits à la faculté de médecine. 250 diplômés dont nous fêtons les diplômes aujourd'hui. 300 autres sont dans le circuit de formation et sont les futurs diplômés des 8 prochaines années. À ce jour, parmi les diplômés actuels, 40 sont déjà des médecins spécialistes, 74 autres sont en cours de formation en spécialité et les autres sont en fonction comme médecins généralistes. Nous sommes heureux des informations positives sur la bonne qualité de la formation qui nous parviennent des structures de santé du pays et même parfois de partenaires étrangers. Nos perspectives pour l'avenir sont de contribuer dans le développement du centre hospitalo-universitaire de Djibouti qui aidera la formation des médecins, de contribuer aussi dans la formation des futurs professeurs hospitalo-universitaires djiboutiens qui prendront la relève de nos partenaires et amis tunisiens. 250 médecins formés à Djibouti, ce chiffre symbolise avant tout la réussite de la foi et de l'audace, la réussite du peuple djiboutien qui a foi en son avenir et en son leader. La réussite de la vision d'un leader audacieux, parce que je pense qu'à cette époque, Excellence Monsieur le Président de la République, il fallait plus de courage, de l'audace, pour oser créer la faculté de médecine 7 ans seulement après la création de l'université de Djibouti et dans un contexte d'un enseignement supérieur encore naissant. Depuis le premier médecin djiboutien, Dr Ahmed Absi Warsama, de 1974 à 1999, le pays ne comptait que seulement 41 médecins, pratiquement 2 médecins par an. Aujourd'hui, en 2025, alhamdoulilah, ils sont 618 médecins à exercer, djiboutiens à exercer dans leur pays. Sur ce 618 médecins, 253 exactement, parce qu'on a mis 250, mais 3 ont soutenu entre-temps. Le temps qu'on organisait l'événement, 3 ont soutenu aussi. 253 exactement ont été formés dans leur pays, soit aujourd'hui 40% du corps médical. Inch'Allah, d'ici le mois de mai prochain, comme l'a mentionné le doyen de la faculté, la 11e promotion sera composée de 29 jeunes futurs médecins. Ils sont pratiquement tous nés en 99, c'est la génération IOG. Ces résultats n'auraient pas été atteints sans l'aide du Très-Haut et sans votre confiance et votre soutien sans faille au développement de l'université de Djibouti dans son ensemble et de la faculté de médecine en particulier. Merci, Monsieur le Président de la République. Et voici à présent le mot du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La célébration de 250 médecins, premiers médecins formés à Djibouti,
vous le savez, n'est pas un événement commun. Alors il m'est toujours difficile de trouver les mots justes, tant l'émotion, ce matin, et la fierté sont vives. Il y a quelques années, le professeur Zebidi me le rappelait tout à l'heure, c'est en 2006, alors que j'étais chercheur au CERD, j'ai reçu la visite du professeur Zebidi et ses collaborateurs pour échanger sur le projet de la mise en place de cette école de médecine. L'idée m'avait tout de suite emballé et enchanté, mais je ne savais pas que Dieu m'est destiné à en prendre la responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir donné cette chance et pour m'avoir fait confiance. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser un fervent hommage pour avoir réalisé ce qui semblait impossible il y a quelques années, parce qu'encore une fois, personne ne croyait. Mais l'histoire est là, elle nous démontre que vous avez eu raison. Avec ces 250 médecins formés depuis, et puis encore plus pour l'avenir, c'est notre slogan, on vous le promet. En 2007, novembre, vous avez fait ce discours et j'ai retenu 4 mots qui guidaient déjà votre choix de création de cette école. Vous l'avez répété 4 fois, la santé pour tous. Si nous devions refaire l'histoire ce matin, sans cette volonté, nous ne serions pas réunis pour cette cérémonie. Que serait nos structures hospitalières? Déficit de médecins. De quoi aurions-nous hérité? D'un système de santé en souffrance et une population sans capacité d'obtenir des soins adéquats. Il faut rendre au président de la République un grand hommage. Cette initiative visionnaire, portée par votre détermination de la santé pour tous, je le répète, s'inscrivait et s'inscrit toujours dans votre démarche de faire de la santé les piliers du développement durable, inclusif et équitable. Nous vous en remercions. En ce qui concerne l'école de médecine, nous remercions tous ceux qui ont contribué. Le ministre de la Santé de l'époque, Abdallah Abdillahi Miguel, et ses collaborateurs. Et ce matin, j'ai une pensée à feu Dr Shakib Saad, premier doyen de cette faculté. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Prenons la parole à son tour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a déclaré que les personnes présentes étaient réunies pour célébrer non seulement l'accomplissement personnel de chaque diplômé, mais également une victoire collective, un triomphe pour la nation. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs les invités, monsieur le ministre, monsieur le président de l'université de Djibouti, notre cérémonie est symbolique. Symbolique pour moi à bien des égards. Elle symbolise en effet l'aboutissement d'une volonté née il y a 18 ans, la concrétisation d'un long processus dont on récolte les fruits aujourd'hui. En novembre 2007, exactement, nous avons lancé l'ouverture de l'école de médecine, devenue la faculté de médecine de Djibouti, afin de faire face à l'évolution des besoins en santé publique et au manque de professionnels qualifiés. Précurseur de l'assurance maladie universelle, ce projet s'inscrivait comme une des composantes majeures de l'accès aux soins pour tous et traduisait ainsi mon engagement auprès de mes compatriotes. Depuis, notre faculté de médecine s'est imposée comme un centre d'excellence et a formé une nouvelle génération de médecins compétents qui exercent dans toutes les structures hospitalières du pays aujourd'hui.
Ce succès, mesdames et messieurs, est le fruit d'un partenariat indéfectible entre notre pays et la République tunisienne. Un partenariat qui a transcendé les frontières géographiques pour bâtir des ponts de savoir et de solidarité. Nous saluons ici les professeurs tunisiens et en particulier le professeur Zbidi Abdelkarim qui ont su partager leur expertise, leur pédagogie et leur passion du métier afin d'accompagner nos jeunes dans ce processus exigeant. Je vous remercie. Et dans la seconde partie de son allocution, le chef de l'État a affirmé qu'aujourd'hui, il ne se contentait pas de tourner une page, mais écrivait une nouvelle où l'excellence médicale s'associerait à la fierté nationale. Le président de la République. À vous, chers diplômés, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Vous avez fait preuve de courage et de sérieux tout au long de votre formation afin de vous préparer à cette mission noble et vitale qu'est celle de sauver des vies. C'est une satisfaction pour moi de voir que vous venez chaque année renforcer les rangs de nos professionnels de santé. Je vous encourage à persévérer dans l'effort pour le nouveau parcours qui vous attend et qui ne sera pas toujours facile, particulièrement en ces temps difficiles où les défis et urgences sanitaires semblent se multiplier. Pour nous, vous n'êtes pas seulement des soignants, mais vous êtes les piliers du développement de notre système de santé, porteurs de solutions novatrices et adaptées aux besoins de nos populations, comme vous l'avez démontré lors de la pandémie de la Covid. Mesdames et messieurs, l'enseignement, la formation et la recherche sont un besoin vital pour toute nation qui aspire au progrès. Et c'est le sens des investissements massifs que nous consacrons à ce secteur prioritaire. Je me réjouis que la cérémonie d'aujourd'hui coïncide à quelques jours près avec le lancement de notre deuxième nanosatellite. Autant de performances qui font notre fierté et nous rassurent sur l'avenir de notre pays. Nos sacrifices n'ont pas été vains, malgré toutes nos contraintes. Quand je regarde en arrière, je ressens une profonde émotion et une immense fierté. En ce sens, j'engage le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que ses collaborateurs à poursuivre leurs efforts, car nous devons toujours garder à l'esprit que la matière grise est en effet la première ressource d'une nation, celle qui fait sa force et sa richesse. Je vous remercie de votre attention. Poursuivons son intervention en langue somali cette fois. Le président Guillet a indiqué « Aujourd'hui, nous célébrons une moisson exceptionnelle, fruit d'efforts collectifs et d'investissements stratégiques. Ce succès n'est pas seulement le nôtre, mais avant tout le vôtre. » Les propos du président de la République nous est traduits par Mohamed Abdelrahman. waxay ila tahay aniga in aan laguma badna ee inaan faanno maanta oo nidhaahno wixii aad beerteen waa kaa dadaalkii aad gasheen waa kaa aan dadweynaha u sheegno in aan Aujourd'hui, nous célébrons une moisson exceptionnelle, fruit d'efforts collectifs et d'investissements stratégiques. Ce succès, ce n'est pas seulement le nôtre, mais avant tout le vôtre. Nous avons sémé les graines du progrès et ensemble, nous récoltons une abondance prometteuse. Investir dans le capital humain, nous le savons, est plus noble des engagements et les résultats que nous observons aujourd'hui témoignent de la justesse de cette vision.
Parmi les piliers fondamentaux de cette démarche, le ministère de l'Éducation et de la Santé se dresse comme des phares éclairant notre chemin vers un avenir plus inclusif et équitable. Ces deux départements incarnent notre priorité absolue, le développement du capital humain, en renforçant l'éducation, en améliorant les services de santé, en favorisant l'acquisition des compétences et en élargissant l'accès à l'emploi. Nous posons les fondations d'une société plus juste et plus résiliente. Ces avancées ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique mûrement réfléchie, appuyée sur des études rigoureuses, des investissements ciblés. Notre ambition est de répondre aux besoins profonds de notre population, de garantir son bien-être et de préparer notre nation aux défis imprévisibles de demain. Car sur notre continent, les incertitudes sont nombreuses, mais notre foi en l'avenir reste inébranlable. Aujourd'hui, nous honorons des 150 nouveaux docteurs qui viennent de recevoir leur diplôme. À vous, jeunes médecins, nous lançons un appel solennel. Soyez les dignes représentants de cette nation. Votre devoir ne s'arrête pas à soigner des corps. Il s'étend à écouter les âmes, à prévenir les maux et à répondre aux besoins profonds de vos concitoyens. Rappelez-vous toujours que derrière chaque patient se trouve un être humain semblable à vous, porteur d'espoir et de fragilité. Nous aspirons à ce que vous incarnez l'idéal du médecin à visage humain, celui qui exerce son art avec compassion et dévouement, que votre cœur demeure ouvert, que vos mains soient toujours tendues vers ceux qui en ont besoin. C'est là l'essence même du citoyen accompli, du professionnel engagé, du bâtisseur de la nation. Cependant, notre ambition ne s'arrête pas ici. Nous ne voulons pas seulement célébrer des 150 médecins aujourd'hui. Nous voulons voir ce chiffre croître, se multiplier. Nous souhaitons former davantage de spécialistes, renforcer les synergies entre le ministère de l'Éducation et celui de la Santé, et de matérialiser ainsi notre vision politique d'un développement intégré et harmonieux. Je tiens à saluer avec une immense gratitude les enseignants et les formateurs qui ont transmis leur savoir et forgé ces esprits brillants grâce à leur dévouement. Ces jeunes peuvent aujourd'hui affirmer avec fierté qu'ils sont au service de la nation. Chers diplômés, vous êtes les artisans de notre avenir. Nous vous confions une mission exaltante et exigeante, celle de porter haut les valeurs de solidarité et de dévouement et d'excellence. Soyez les ambassadeurs d'une nation qui croit en son potentiel et en sa jeunesse. Que le Tout-Puissant continue de guider nos pas et d'inspirer nos actions pour que nous puissions ensemble bâtir un avenir à la hauteur de nos aspirations. Je vous félicite encore une fois et je vous souhaite un parcours jalonné. À votre service. inaan la nagu soo noqono war meesha dhakhtarna ma joogaan oo waa faaruq lana yidhaahdo doonimayn waddankeena ha noolaado. Assalaamu calaykum waraxmatullahi. Et après les allocutions, dans un geste empreint de reconnaissance, le président de la République a décoré le professeur tunisien Sebidi Abdelkarim pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes. Eh bien, monsieur Sebidi Abdelkarim, figure emblématique du monde académique, est un passeur de savoir, un bâtisseur d'espoir et surtout un guide pour ces jeunes assoiffés de connaissances et de perspectives. Le chef de l'État, dans son discours, saluait l'homme dont les lumières ont transcendé les frontières de la salle de classe pour toucher les cœurs et les esprits. Il a rappelé que l'éducation est le socle sur lequel se bâtit l'avenir d'une nation et que des figures comme le professeur Sebidi Abdelkarim incarnent cette conviction avec une rare noblesse. Également dans l'actualité, la République de Djibouti salue l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et apprécie hautement les efforts inlassables déployés par l'État frère du Qatar, la République arabe sœur d'Égypte et les États-Unis d'Amérique, un pays ami, pour parvenir à cet accord. Djibouti souligne donc la nécessité de respecter pleinement les termes de l'accord, de mettre fin à l'agression, à la destruction, au massacre et au déplacement imposé par la machine de guerre israélienne depuis plus d'un an. Djibouti appelle au retrait complet des forces d'occupation et le retour des déplacés dans leur région perspective. La République de Djibouti souligne l'importance de s'appuyer sur cet accord pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et à parvenir donc à une paix globale.
Israël et le Hamas donc ont conclu un cessez-le-feu après 15 mois de guerre à Gaza. Cet accord annoncé par le Qatar et les États-Unis prévoit une trêve et la libération de 33 otages. Le Premier ministre du Qatar a déclaré que l'accord entrerait en vigueur le 19 janvier avec une première phase de 42 jours incluant le retrait des forces israéliennes loin des zones peuplées. À la une également, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, en collaboration avec l'ANSI, a organisé aujourd'hui un atelier de restitution des résultats de l'étude sur les besoins en bande passante des bâtiments pour le gouvernement djiboutien. Cette étude a été menée pour évaluer les besoins actuels et futurs en termes de bande passante afin de répondre aux exigences croissantes des services publics dans un environnement de plus en plus digitalisé. Cet atelier a été co-présidé par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Aladdin Abdoulaye Bardone, et le secrétaire général du gouvernement, Almis Mohamed Abdoulaye. Eh bien, cet atelier a pour objectif de présenter les conclusions détaillées de l'étude menée sur l'infrastructure technologique des bâtiments administratifs et d'évaluer leurs besoins en termes de bande passante pour accompagner la transformation numérique des services publics. Il a également été question de la mise en place d'une infrastructure durable et évolutive pour répondre aux besoins de demain. Le gouvernement, à travers ce projet, confirme son engagement à améliorer l'accès à la technologie et à la connectivité pour tous les citoyens, en particulier dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Cet atelier a également permis de discuter des étapes suivantes pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude et de la planification de la mise à niveau des infrastructures nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal des services publics. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, continue de jouer un rôle central dans cette transformation numérique en collaboration avec les autres ministères et partenaires pour assurer une connectivité efficace et durable. Cet atelier il y a eu beaucoup de gens autour de cet atelier qui nous ont quand même, on a partagé l'expérience des différents départements, que ce soit l'éducation, le budget, et c'est un atelier très intéressant. Écoutons un extrait du discours du secrétaire général du gouvernement. Cet atelier, dédié à la restitution des travaux de l'étude sur les besoins en bande passante des infrastructures administratives, témoigne de notre engagement collectif à renforcer les capacités numériques de l'État en répondant aux besoins croissants de nos institutions publiques. Les conclusions de cette étude lancée par votre département, Monsieur le ministre, mettent en lumière l'ampleur des besoins actuels et aussi des besoins futurs en matière de connectivité, tant au niveau de la capitale que dans les régions de l'intérieur. Grâce aux efforts conjoints des acteurs impliqués, notamment ceux de l'ANSI, appuyés par votre institution et plus particulièrement par Djibouti Telecom, la majorité des bâtiments administratifs centraux sont déjà connectés au réseau intégré de l'État. Ce réseau intégré de l'État qui constitue la colonne vertébrale numérique de notre administration. Ce réseau donc a non seulement amélioré la collaboration entre les différents départements, mais il a également renforcé la sécurité des échanges et accru ainsi l'efficacité de nos services publics. Il est cependant impératif de mettre l'accent, Monsieur le ministre, dans les régions et de réduire désormais les disparités numériques entre les infrastructures connectées de la capitale et celles de nos régions. Depuis l'an dernier, toutes les préfectures dans nos régions de l'intérieur sont désormais reliées au réseau intégré de l'État. Et il s'avère nécessaire d'étendre ce réseau aux services déconcentrés et aux services décentralisés tels que les sous-préfectures, les écoles, les centres de santé, les conseils régionaux et les autres bâtiments administratifs afin de garantir une connectivité homogène sur l'ensemble de notre territoire. Voici à présent le mot du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre des activités du projet Fondement numérique
qui nous réunit encore une fois autour de ces mêmes tables. Lors de notre dernier atelier, lequel portait sur la présentation de la stratégie nationale de développement de large bande, je vous ai confié que notre dynamisme serait mesuré par la régularité de nos rencontres. Chose vraie aujourd'hui encore, aussi je vous remercie tous pour votre estimée présence et votre engagement sans faille. Dans un souci d'harmonisation des systèmes et de rationalisation des ressources technologiques dans les bâtiments publics stratégiques, nous avons entamé des réformes dans un écosystème riche, équilibré et viable à long terme, tout en promouvant les initiatives du secteur privé de façon synergique. Dans ces contextes dynamiques, l'administration publique a un rôle fondamental à jouer. Nous devons non seulement garantir que nos infrastructures et services soient à la hauteur des exigences de cette nouvelle ère, mais aussi nous assurer que chaque citoyen bénéficie des fruits de cette révolution numérique. C'est précisément là que réside l'importance cruciale de la mesure de développement de notre bande passante. Ces principes d'inclusivité a maintes fois été souligné par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Marguele, qui affirme et déclare que pour conduire ces pays et son peuple vers la prospérité, il est également un devoir sur ce chemin-là de ne laisser personne sur le bord de la route. L'atelier d'aujourd'hui a pour but de nous présenter les résultats clés de l'étude, diagnostic et projection de nos besoins futurs en termes de connectivité, ainsi que les recommandations adaptées à nos objectifs. Cette démarche reste indispensable pour planifier efficacement les investissements dans nos infrastructures numériques. Nous assurons ainsi les services publics en ligne rapides, fiables et accessibles à tous. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a participé à la 4e édition du Forum sur les minéraux du futur à Riyad du 14 au 16 janvier. Cet événement organisé par le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales a réuni plus de 20 000 participants, y compris des ministres, des leaders économiques et des représentants internationaux. Les discussions ont porté sur les défis du secteur minier, les investissements et la durabilité dans le contexte de la transition énergétique. Le ministre djiboutien de l'Énergie a souligné le potentiel minier de Djibouti, les réformes économiques en cours et a invité les investisseurs à considérer Djibouti pour leurs projets miniers. Et Djibouti a justement signé un accord de coopération avec l'Arabie saoudite pour développer son secteur minier. Cet accord paraphé lors du Forum sur les minéraux du futur à Riyad a été signé par le ministre djiboutien de l'Énergie et son homologue saoudien. Il vise à établir un cadre de collaboration dans les ressources naturelles et l'exploitation minière, favorisant des projets communs et les bénéfices réciproques. Cette coopération promet des avancées économiques significatives pour Djibouti, notamment en termes d'investissement, de formation et de création d'emplois. Dernière halte de la tournée dans la région d'Ali Sébié à Goddaoua. La tournée de localité de la région d'Ali Sébié dans le cadre de la Semaine nationale de solidarité s'est achevée par une visite à la localité de Goddaoua, située dans la sous-préfecture de Ali Adé. Il s'agissait de la 6e et dernière étape de cet important périple. La ministre des Affaires sociales et des solidarités, accompagnée de son équipe, des autorités régionales et de la secrétaire générale de l'UNFD, a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de cette localité. Dès son arrivée, la délégation s'est rendue sur le site prévu pour l'installation d'un forage d'une profondeur de 30 mètres. La ministre a symboliquement lancé les travaux et peu après, l'eau a jailli. Eh bien, une véritable bénédiction pour la communauté locale. Ce forage vise à augmenter la disponibilité en eau pour les ménages et les activités agricoles de la région. Comme dans les autres localités visitées, un réservoir d'eau potable d'une capacité de 40 mètres cubes a donc également été construit par les équipes de l'Agence nationale de l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS. Par la suite, la ministre a inauguré un local communautaire, une infrastructure essentielle pour le développement local, conforme à l'approche du développement conduit par la communauté. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Les DCC, donc le développement conduit par la communauté, en adoptant une approche participative, permettre aux communautés de répondre à leurs besoins spécifiques avec un rôle central joué par la DDS dans l'accompagnement technique
et logistique. La visite s'est poursuivie avec un tour des étals de fruits et légumes de saison cultivés à Godawa, ainsi que des stands de produits artisanaux et de savoir-faire ancestraux tels que la confection donc de beurre animalier naturel. gobolka cali sabiil horumar cayn bacayniyo caafimaad iyo waxbarashada gaadiid iyo tareen casriga cudud iyo maalba loo huray dhan waliba waa caminayo waa cajaayib dhan waliba waa caminayo waa cajaayib Et comme pour les autres localités, la ministre a remis une caisse régionale d'épargne de crédit d'une valeur de 1 768 320 francs, renforçant ainsi l'inclusion financière des communautés rurales. Place aux interventions et remerciements à présent. Les habitants de Godawa ont chaleureusement remercié la ministre pour son soutien constant et son implication dans les projets de développement locaux. Les jeunes universitaires de la localité ont également exprimé leur gratitude. Renforcement des SREC, objectif, accroître l'inclusion financière des communautés rurales, stratégie, donc sensibilisation, formation, gestion et gouvernance, mise en œuvre d'accords de sous-financement, focus, encourager la participation des femmes et des jeunes entrepreneurs. Eh bien, les SREC sont des structures de microfinance communautaires conçues pour pallier le manque d'accès aux services financiers traditionnels dans les zones rurales. Ces initiatives issues du projet Pitch qui a permis de créer 25 SREC pilotes qui visent donc à promouvoir l'inclusion financière et économique dans les zones donc marginalisées. Promesse de nouvelles initiatives, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, des solidarités et celle de l'UNFD ont souligné la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, tout en annonçant l'ouverture prochaine de cours d'alphabétisation pour adultes, particulièrement pour les femmes donc, de cette localité. Et pour leur part, le vice-président de l'Assemblée nationale et le préfet d'Ali Sabihi ont affirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les infrastructures si nécessaire, comme cela a été fait dans d'autres régions. Et après le village de Al-Adé, dans la sous-préfecture du même nom, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Loufa Ismail Abdo, accompagnée des autorités régionales, le préfet Abdul Malik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Chelmaki Hassan Allal, et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, s'est rendue dans la localité de Danan. Il s'agit de l'avant-dernière étape de cette tournée de solidarité dans la région d'Ali Sabihi. À leur arrivée, la ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par la population de Danan. Elles ont été reçues par une foule enthousiaste et ont dégusté du lait de chamel bien chaud. Par la suite, la ministre a procédé à l'inauguration officielle d'un local communautaire, une infrastructure sociale de base développée selon l'approche du développement conduit par la communauté. Eh bien, cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. En marge de cette inauguration, une rencontre avec la communauté
a été organisé permettant d'écouter les préoccupations et les attentes des habitants. L'accent a été mis sur l'importance de leur implication dans le développement local. Ces échanges ont renforcé le lien entre les autorités et les communautés tout en promouvant un dialogue inclusif pour des solutions adaptées aux réalités locales. Et à l'issue de cette rencontre, la ministre a remis à la communauté une caisse régionale d'épargne et de crédit d'une valeur de 1 768 320 francs djiboutiens. Ces initiatives traduisent l'engagement du ministère des Affaires sociales à garantir l'accès aux services de base pour tous. gobolka cali sabiix horumar cayn bacayniyo caafimaad iyo waxbarashana gaadiid iyo tareen casriya cudud iyo maalba loo huray dhan waliba waa caminayo waa cajaayib dhan waliba waa caminayo waa cajaayib gobolka cali sabiix horumar cayn bacayniyo caafimaad iyo waxbarashana gaadiid iyo tareen casriya cudud iyo maalba loo huray dhan waliba waa caminayo waa cajaayib dhan waliba waa caminayo waa cajaayib Et la députée de la région d'Ali Sebi a souligné que la localité de Danan était équipée de toutes les infrastructures sociales de base. Elle a assuré que si des renforcements étaient nécessaires, le gouvernement s'engagerait à y remédier comme cela a été fait pour d'autres régions du pays. Elle a également exhorté les habitants de la localité à prendre soin de leur cheptel malgré les aides et soutiens multiples de l'État. De son côté, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a transmis les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD aux habitants de Danan. Elle a rappelé que l'UNFD travaillait aux côtés des femmes et des enfants de toute la République dans plusieurs secteurs d'activité, soutenant divers programmes et projets gouvernementaux depuis des décennies. Le préfet de la région d'Ali Sebi, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a rappelé les avantages dont bénéficie la localité, tels qu'un poste de santé, une école, un réservoir d'eau de 40 mètres cubes et un local communautaire flambant neuf. Il a insisté sur l'importance de la reconnaissance envers les bienfaits reçus. Les représentants des habitants de Danan ont exprimé leur doléance à la ministre et à sa délégation. Un sage de la localité a souligné que bien qu'un poste de santé existe depuis 2021, le personnel incluant un infirmier et 2 agents de sécurité n'est toujours pas rémunéré. Il a également mentionné le manque d'eau et d'électricité, les panneaux solaires installés lors de l'inauguration n'étant plus opérationnels. Et une habitante a demandé que la caisse communautaire soit approvisionnée par le gouvernement pour améliorer le quotidien des habitants. Et en réponse, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, a rassuré les femmes de Danan sur la question du poste de santé, affirmant que les médicaments y étaient disponibles et que les manques seraient rapidement signalés au ministère de la Santé pour une solution rapide. Elle a également promis l'installation d'une caisse de solidarité d'1 million de francs et a rappelé que les programmes d'aide alimentaire et les allocations de 30 000 francs par ménage se poursuivraient et seraient renforcés. Et concernant l'énergie, la ministre a annoncé qu'une énergie solaire collective serait bientôt installée dans la localité. Et enfin, elle a exhorté les habitants à prioriser leurs besoins pour que le gouvernement puisse leur apporter une aide efficace et rapide.
Et la caravane de la Semaine de la Solidarité a poursuivi sa tournée dans les régions de l'intérieur. Après une première étape à Alice-Abilé, la délégation dirigée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oulouf Esmaël Abdo, et ses proches collaborateurs a pris la route du chef-lieu de la région de l'Unité. Là, elle a présidé au conseil régional la cérémonie célébrant le succès du concept GEA, le groupe d'entraide par affinité. Partie d'Alice-Abilé, la délégation du MAS, donc du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a été chaleureusement accueillie à son arrivée à Dikil. Les autorités régionales, les locales, les sages, ainsi que les femmes et les jeunes de la région s'étaient réunis pour accueillir la caravane de la solidarité. Eh bien, cet événement a réuni des personnes locales, des acteurs de la société civile et des membres des communautés, mettant en lumière l'impact positif de ce programme, notamment pour les femmes. Le concept du groupe d'entraide par affinité repose sur une approche collaborative permettant à des personnes partageant des intérêts ou des besoins communs de s'entraider, de travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Los Angeles, dévasté par une semaine d'incendie ayant fait au moins 24 morts et causé des dégâts estimés à 275 milliards de dollars, connaît une alcalmie des vents. Eh bien, les pompiers luttent encore pour contenir les flammes qui ont détruit ou endommagé plus de 12 000 bâtiments et véhicules, laissant des milliers de personnes déplacées. Une amélioration est attendue grâce à l'humidité prévue dans les prochains jours, bien que certaines zones restent préoccupantes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.